Le 24 juillet 2025. Imaginez la scène. Le monde entier tourne son regard, comme d'habitude, vers les foyers de crise connus. Le Moyen-Orient, l'Ukraine, le détroit de Taïwan. Et puis, soudain, le regard de la planète est comme forcé de pivoter vers une fine bande de frontières en Asie du Sud-Est. Pourquoi ? Parce qu'un scénario que personne n'osait vraiment envisager depuis la fin de la guerre froide vient de se produire. Pas des joutes diplomatiques devant les caméras, pas des poignées de main forcées en marge d'un sommet international, mais une guerre, au sens le plus brut du terme. Pendant 5 jours et 5 nuits de feu, la ligne de démarcation entre le Cambodge et la Thaïlande s'est transformée en véritable brasier. Des deux côtés, l'artillerie lourde ouvre le feu, des roquettes sont tirées, des drones se croisent dans le ciel. L'infanterie s'affronte au sol, au contact. Les blindés cambodgiens tentent de progresser en profondeur. Puis vient l'escalade qui fait sursauter, au cœur de la nuit, les salles d'opération de Bangkok jusqu'au Pentagone. L'armée de l'air royale thaïlandaise déploie des F-16 fabriqués aux États-Unis et des Gripen suédois, franchit une frontière qui n'existe que sur la carte et largue ses bombes sur plusieurs objectifs stratégiques à l'intérieur du territoire cambodgien. Phnom Penh affirme qu'une partie de ces frappes ont impliqué des bombes à sous-munitions. Si l'on remonte l'histoire, quand des bombes larguées par les ailes de fer d'une puissance extérieure sont-elles tombées pour la dernière fois sur le sol cambodgien ? C'était en 1973, à la fin de la campagne de bombardement américaine liée à la guerre du Vietnam. Plus d'un demi-siècle de silence relatif au-dessus du ciel cambodgien vient d'être déchiré par le grondement des réacteurs et par de glaçantes accusations d'emploi d'armes à effet d'ozone. Sur la bande de territoire jouxtant la frontière, les autorités thaïlandaises décrètent d'elles-mêmes la loi martiale. À Bangkok, comme à Phnom Penh, on hurle aux crimes de guerre. Hôpitaux, écoles, sites culturels, théoriquement intouchables, figurent soudain sur la liste des cibles touchées par l'artillerie ou par les bombes. Au même moment, le Premier ministre thaïlandais par intérim prévient que le conflit risque d'échapper à tout contrôle. De l'autre côté du Pacifique, les États-Unis déclenchent immédiatement une alerte de niveau 4, le niveau le plus élevé, déconseillant formellement tout déplacement dans un rayon de 50 km autour de la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. Au terme de ces 5 jours de combats intenses, lorsqu'un cessez-le-feu fragile finit par être accepté, des centaines de soldats ont peut-être déjà perdu la vie. Rien que lors d'un affrontement le 25 juillet, près de la zone de Phu Phi, l'armée royale thaïlandaise affirme avoir anéanti une centaine de soldats présentés comme des envahisseurs cambodgiens. Le Cambodge, lui, ne reconnaît à ce moment-là que 18 militaires tués sur l'ensemble du conflit, tandis que la Thaïlande annonce 15 morts dans ses propres rangs. Au moins 24 civils, des deux côtés de la frontière, sont officiellement recensés parmi les morts au cours de ces 5 journées d'apparence si brève. Des centaines d'autres soldats et civils sont blessés ou capturés. Environ 300 000 personnes, ces anonymes qui n'apparaissent pas dans les bulletins militaires, sont contraintes d'abandonner maisons, terres et rizières pour fuir loin d'une frontière où leurs familles vivaient depuis des générations. Les chiffres peuvent être contestés, mais ces colonnes humaines fuyant la ligne de feu, elles, ne le sont pas. Avant que nous ne plongions ensemble dans le brouillard de cette guerre, si vous aimez décrypter les grandes parties d'échecs politiques et que vous voulez comprendre ce qui fait réellement tourner le monde, abonnez-vous à la chaîne Le Monde Décrypté et activez la cloche. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à fouiller ce genre de dossier en profondeur. Revenons maintenant à la question de départ. Pourquoi ? Pourquoi un conflit que l'on croyait assoupi a-t-il explosé avec une telle violence précisément en 2025 ? Pourquoi 2 États voisins, qui misent autant sur leur image de stabilité pour attirer touristes et investisseurs, acceptent-ils de verser autant de sang ? La réponse ne se trouve pas en 2025. Ce que nous voyons là n'est que la partie émergée d'un gigantesque iceberg. Ambition dynastique,
nationalismes exacerbés, dettes historiques jamais réglées. Et pour comprendre réellement d'où est partie cette flambée, pour résoudre l'énigme du pourquoi ici et pourquoi maintenant, il faut remonter le temps. Revenir à quelque chose qui paraît inoffensif, presque banal, mais qui porte en lui une véritable malédiction mortelle. Quelques traits de crayon sur une vieille carte, tracée par d'autres. Ces traits de crayon dont nous parlions à la fin du chapitre précédent prennent racine dans une histoire beaucoup plus ancienne, celle d'un empire disparu mais jamais vraiment oublié. Aujourd'hui, le Cambodge comme la Thaïlande revendiquent des droits historiques sur toute une série de temples d'une importance culturelle majeure, disséminés le long de leurs frontières communes. Ces sanctuaires ont été érigés il y a plusieurs siècles par un vaste empire qui dominait autrefois une grande partie de l'Asie du Sud-Est continental, l'Empire Khmer. À son apogée, au XIIIe siècle, cet empire recouvrait l'intégralité du Cambodge actuel, une grande partie du sud du Vietnam, du Laos et de la Thaïlande contemporaine. Il a laissé derrière lui un chapelet de temples et de monuments spectaculaires, du célébrissime Angkor Wat jusqu'aux temples aujourd'hui au cœur des différends, comme Preah Vihear ou encore le complexe de Prasat Thamuen. Mais à partir du XIVe siècle, l'Empire Khmer entre en déclin. En 1431, il s'effondre complètement. 3 siècles plus tard, au XVIIIe siècle, le Cambodge n'est plus que l'ombre de lui-même, affaibli par les expansions territoriales simultanées du Vietnam et du royaume siamois. Sous pression, il finit par être réduit au rang d'État vassal de la Thaïlande. En 1863, un Cambodge encore davantage affaibli, pris en étau entre Bangkok et Hue, est contraint d'accepter le statut de protectorat du Second Empire français en échange d'une garantie de protection. C'est le début de la période coloniale française au Cambodge, qui va durer près de 90 ans, jusqu'aux années 1950. Pourtant, le Cambodge, État-nation à dominante khmer, où plus de 95% de la population est encore aujourd'hui d'ethnie khmer, n'a jamais cessé de se percevoir comme l'héritier direct de l'Empire Khmer et le dépositaire légitime de ses réalisations les plus prestigieuses. C'est sur cette filiation revendiquée que Phnom Penh fonde encore aujourd'hui ses prétentions sur de nombreux temples situés le long de la frontière avec la Thaïlande. À cela s'ajoute une autre complication. Au fil des siècles, l'expansion territoriale siamoise et vietnamienne sur d'anciens territoires khmer a laissé, de part et d'autre des frontières actuelles, des communautés khmères importantes. On en trouve ainsi aujourd'hui par millions en dehors du Cambodge, dans le delta du Mékong au sud du Vietnam, ou encore dans le sud-est de la Thaïlande. Ce morcellement alimente périodiquement côté cambodgien des revendications à tonalité nationaliste et des discours de territoires perdus, nourrissant un sentiment d'injustice historique vis-à-vis à la fois du Vietnam et de la Thaïlande. De son côté, la Thaïlande a elle aussi connu son âge impérial. Sous le nom de royaume de Siam, elle s'est constituée au XIXe siècle un véritable petit empire régional en Asie du Sud-Est. Mais entre 1863 et 1909, le Siam subit une série de défaites militaires et de pressions diplomatiques face aux puissances coloniales françaises et britanniques. Sous la contrainte, il cède d'importants pans de territoire jusqu'à être ramené à peu près aux frontières que nous lui connaissons aujourd'hui. Le royaume de Siam n'a jamais été formellement colonisé au sens classique du terme, ce qui en fait un cas unique dans la région. Mais les territoires qu'il a dû abandonner sont d'abord intégrés aux empires coloniaux français et britanniques, avant de revenir, après les indépendances, aux États qui leur ont succédé: Malaisie, Myanmar, Laos, Vietnam et bien sûr, Cambodge. Dans la mémoire des nationalistes thaïlandais, ces régions sont progressivement qualifiées de territoires perdus, et la période 1863 à 1909 est parfois décrite comme une forme de siècle d'humiliation à la thaïlandaise, en écho au siècle d'humiliation chinois lorsque les puissances européennes imposaient leurs lois au moyen de traités inégaux à un royaume affaibli. Dans cette lecture de l'histoire,
Bangkok en vient à considérer une partie des territoires aujourd'hui disputés avec le Cambodge comme le produit d'une injustice coloniale. Phnom Penh, à l'inverse, y voit la conséquence d'une longue histoire de pression et de grignotage territorial par le Siam. Au cœur de ce nœud de ressentiment se trouvent notamment les traités franco-siamois de 1904 et 1907. Ce sont eux qui fixent les grandes lignes de la frontière moderne entre la Thaïlande et le Cambodge, et qui, ce faisant, placent la bombe à retardement dont nous avons vu l'explosion au XXIe siècle. Ces traités stipulent que la nouvelle frontière entre le Cambodge français et le Siam suivra la ligne de partage des eaux naturelles de la chaîne des Dents grecques. Il prévoit également qu'une commission mixte, composée de représentants français et siamois, procédera à la délimitation précise sur le terrain. En pratique, pourtant, les géographes français prennent seuls la main sur ce travail de cartographie, sans réelle participation siamoise. En 1908, ils impriment et transmettent aux deux gouvernements une série de cartes censées entériner la frontière. Problème, ces cartes s'écartent sensiblement, à certains endroits, de la ligne de crête convenue. Elles placent de surcroît plusieurs temples majeurs du côté cambodgien, alors qu'ils se trouvent, géographiquement, du côté thaïlandais de la ligne de partage des eaux fixée par les traités. C'est le cas notamment du temple de Preah Vihear. Ironie supplémentaire, les cartes françaises elles-mêmes ne sont pas cohérentes entre elles. Celle de 1904 montre Preah Vihear en territoire siamois, tandis que la carte de 1907 situe le temple en territoire cambodgien. Une partie du problème tient au fait que les géographes de l'époque travaillent avec une échelle très grossière, 1 sur 200 000, suffisante pour donner une vision générale, mais beaucoup trop approximative pour un tracé frontalier sensible. À titre de comparaison, l'armée américaine et la plupart des services cartographiques contemporains utilisent une échelle de 1 sur 50 000, bien plus détaillée, permettant d'identifier des éléments aussi fins que des alignements d'arbres ou des habitations isolées. Aujourd'hui, la Thaïlande exige que la frontière avec le Cambodge soit entièrement redélimitée sur la base de cartes modernes au 1 sur 50 000, tandis que le Cambodge reste attaché aux documents au 1 sur 200 000 produits par les géographes français pour la carte de 1907. Durant des décennies, les autorités thaïlandaises dénoncent régulièrement la médiocre qualité des levés français de l'époque et soutiennent que, du point de vue géographique, il serait beaucoup plus logique que Preah Vihear soit reconnu comme appartenant à la Thaïlande. D'une part, parce que le temple se situe du côté thaïlandais de la ligne de partage des eaux, qui, en théorie, devait servir de frontière selon les traités de 1904 et 1907. D'autre part, parce qu'il est perché sur une falaise principalement accessible depuis le plateau thaïlandais, alors que le côté cambodgien est constitué de plaines basses, bien plus difficiles d'accès. Mais les écarts introduits par les cartes françaises, y compris le fait de placer Preah Vihear du côté cambodgien, sont suffisamment subtils pour passer inaperçus à Bangkok pendant longtemps. Ce n'est qu'au cours des années 1930, lorsque les Thaïlandais effectuent enfin leur propre relevé frontalier, qu'ils prennent pleinement conscience de ces erreurs. Pendant toute cette longue période, la Thaïlande ne dépose pourtant aucune plainte formelle contre ces décalages de frontières. Cette absence de réaction officielle sera plus tard retournée contre elle devant la justice internationale, lorsque le statut juridique du temple sera enfin porté devant les juges. Entre-temps, la question des cartes françaises passe au second plan. Car en 1940, un nouveau tournant s'opère. La Thaïlande rejoint le camp de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale, en s'alignant sur le Japon impérial, avec l'espoir de reconquérir les territoires perdus sous la contrainte des puissances européennes. Peu après la chute de la France métropolitaine sous l'occupation allemande et italienne, Bangkok estime tenir une fenêtre historique et lance, en octobre 1940, une offensive contre l'Indochine française. L'armée thaïlandaise s'empare rapidement d'une vaste bande de territoire correspondant à des portions du Cambodge et du Laos actuels. Elle annexe ces régions au début 1941, y compris la quasi-totalité de la zone frontalière avec le Cambodge, où se trouvent les irrégularités de tracé autour des temples fixés par les cartes françaises des décennies plus tôt. La Thaïlande conserve ses conquêtes pendant toute la durée du conflit, jusqu'à la capitulation du Japon.
À l'issue de la guerre, l'ordre colonial français est rétabli en Indochine, et Paris, désormais membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, menace de mettre son veto à l'adhésion de la Thaïlande à l'ONU si celle-ci ne restitue pas l'ensemble des territoires conquis durant la guerre. En 1946, après 5 années de contrôle, Bangkok finit par céder. Les territoires sont rendus à l'Indochine française, autrement dit au Cambodge et au Laos, et la frontière revient à sa configuration antérieure, telle que définie par les traités de 1904 et 1907, avec toutes ces bizarreries autour des temples. Quelques années plus tard, l'Indochine française commence à se déliter. Le Cambodge obtient finalement son indépendance en 1953, héritant au passage de tous les traités et de tous les tracés frontaliers négociés par la France avec la Thaïlande durant près de 90 ans. Quelques mois à peine après l'indépendance, l'armée thaïlandaise, parfaitement consciente des irrégularités frontalières et du risque de revendication cambodgienne, décide de passer à l'action. Elle occupe militairement le temple de Preah Vihar, dont le statut est juridiquement ambigu, et affirme qu'il est entièrement situé en territoire thaïlandais, au nom du principe de frontière, suivant la ligne de partage des eaux. Le Cambodge réagit officiellement en 1959. Phnom Penh revendique la souveraineté sur le temple en s'appuyant sur la carte française de 1907, ainsi que sur la continuité historique de l'héritage khmer. Devant l'impossibilité de s'accorder par la voie bilatérale, les deux pays conviennent de porter leurs différends devant la Cour internationale de justice à La Haye et s'engagent à respecter l'arrêt qui sera rendu. En 1962, après plusieurs années de procédure, la Cour internationale de justice prononce son jugement. Elle attribue la propriété du temple de Preah Vihar au Cambodge. La Cour estime que la carte de 1907, celle qui place clairement le temple du côté cambodgien, doit prévaloir sur la carte antérieure de 1904, qui le montrait en territoire thaïlandais. Elle relève aussi que, depuis la publication de cette carte en 1907, la Thaïlande n'a jamais émis la moindre protestation officielle pendant des décennies, ce que les juges interprètent comme un signe d'acceptation de facto de la situation par Bangkok. Lors des audiences du début des années 1930s, les avocats cambodgiens rappellent un épisode hautement symbolique. Au début des années 1930s, un prince thaïlandais s'était rendu en visite à Preah Vihar. À cette occasion, il n'aurait manifesté aucune objection au fait que le drapeau français soit hissé sur le site. Pour Phnom Penh, ce silence vaut reconnaissance tacite de la présence française, et donc de la souveraineté cambodgienne qui lui succède. Marquée par cette expérience, la diplomatie thaïlandaise ne cessera dès lors de mettre en garde les premiers ministres et membres de la famille royale contre toute visite officielle à Preah Vihar, par crainte d'offrir à nouveau aux Cambodgiens des munitions diplomatiques à utiliser plus tard. Pensant sans doute que la Cour lui donnerait raison, la Thaïlande refuse de reconnaître l'arrêt de 1962, malgré son engagement préalable à le respecter. Depuis, Bangkok n'a jamais cessé de contester cette décision. Pour compliquer encore un peu plus la donne, le jugement de 1962 ne précise pas à quel État revient la vaste zone de terrain immédiatement au nord du temple, elle aussi disputée. La Cour se limite à dire que le sanctuaire lui-même appartient au Cambodge, sans trancher explicitement la question des terres environnantes. Cette ambiguïté entretient un flou juridique durable, que la Thaïlande exploite. En revendiquant ces parcelles, elle peut tenter de priver le Cambodge d'un accès direct et incontesté au site. Au final, Bangkok accepte à contre-cœur de retirer ses troupes du temple, mais sans jamais admettre pleinement la souveraineté cambodgienne sur Preah Vihar. Pendant un temps, le différend semble pourtant s'éteindre. Il se met en sommeil, absorbé par des drames infiniment plus grands qui vont plonger le Cambodge dans l'une des crises les plus profondes de son histoire moderne. En 1967, le pays bascule dans une guerre civile totale. Le conflit interne, conjugué à l'intervention militaire américaine et à une campagne de bombardement massif, cause la mort de centaines de milliers de personnes en l'espace de 8 années, jusqu'en 1975. Et ce sont finalement les Khmers rouges
qui sortent victorieux du chaos. Le mouvement instaure l'un des régimes les plus totalitaires et les plus radicaux du XXe siècle. En à peine 3 ans de pouvoir, le régime de Pol Pot et de ses camarades fait environ 2 millions de morts au Cambodge, par exécution, travaux forcés et famine, soit près d'un quart de la population du pays. Les Khmers rouges portent également un projet nationaliste d'une violence extrême. Reconstituer, par la force, les frontières qu'ils estiment être celles de l'ancien empire khmer, au détriment du Vietnam et de la Thaïlande. Des raids sont menés de part et d'autre des frontières, faisant des milliers de victimes parmi les civils vietnamiens et thaïlandais. À la fin de l'année 1978, Hanoï décide que la limite est atteinte et lance une offensive de grande ampleur pour renverser les Khmers rouges. L'armée vietnamienne met à peine un mois, jusqu'en janvier 1979, pour prendre Phnom Penh et chasser le régime. Le Vietnam occupe ensuite le Cambodge pendant une décennie, jusqu'en 1989. Les Khmers rouges, chassés du pouvoir, ne déposent pas les armes pour autant. Elles se replient dans les zones forestières le long de la frontière cambodgienne avec la Thaïlande et mènent, durant près de 10 ans, une guérilla acharnée contre les forces vietnamiennes et le nouveau gouvernement cambodgien. Ironie tragique de la guerre froide, parce que le Vietnam est allié à l'Union soviétique, la Chine, les États-Unis et la Thaïlande finissent par soutenir, directement ou indirectement, la résistance khmer rouge contre Hanoï. Résultat, le mouvement continue, pendant des années après sa chute, à occuper le siège du Cambodge aux Nations Unies, et ce, jusqu'en 1993, bien après la fin officielle de la guerre froide. Les troupes vietnamiennes se retirent finalement du Cambodge en 1989. Les affrontements réguliers entre les insurgés Khmers rouges et les forces gouvernementales le long de la frontière avec la Thaïlande ne prennent fin qu'en 1991, avec la signature d'un accord de paix après des dizaines de milliers de morts supplémentaires au cours des années 1980s. Des milliers de combattants Khmers rouges encore actifs n'acceptent de déposer les armes et de se rendre qu'en 1994, lorsque le gouvernement cambodgien leur promet une amnistie pénale. Le mouvement lui-même ne sera officiellement dissous qu'en 1999, refermant un chapitre de chaos et d'instabilité presque ininterrompue qui aura marqué le pays depuis les années 1960s. Dans ce paysage post-conflit, la question de la frontière avec la Thaïlande, longtemps reléguée à l'arrière-plan, refait progressivement surface. Avec elle, revient le dossier brûlant du statut des temples situés le long de la ligne de crête. Les tensions montent de nouveau en 2008 lorsque le Cambodge décide de déposer un dossier auprès de l'UNESCO pour faire inscrire le temple de Preah Vihear au patrimoine mondial. Bangkok y voit une manœuvre destinée à consolider de facto la souveraineté cambodgienne non seulement sur le temple, mais aussi sur les terres environnantes que la Thaïlande continue de revendiquer. La candidature cambodgienne déclenche de virulentes manifestations en Thaïlande, où l'on exige du gouvernement qu'il réagisse. Rapidement, des accrochages armés éclatent entre les forces des deux pays autour de Preah Vihear et d'autres temples moins connus le long de la frontière. En 3 ans et demi, jusqu'en 2011, ces échanges de tirs font 19 morts et 3 civils tués côté cambodgien, ainsi que 16 soldats et 2 civils tués côté thaïlandais. Au total, 40 vies fauchées sur une ligne de crête que l'on présente ailleurs comme un simple tracé sur une carte. Durant cette période, il est fort probable que des violations du droit international humanitaire aient été commises par les deux camps. Phnom Penh est accusé d'avoir tiré des roquettes Grad d'origine russe de manière indiscriminée sur des villages civils en territoire thaïlandais. Bangkok, lui, est mis en cause pour l'usage de bombes à sous-munitions sur le sol cambodgien, laissant derrière elles des milliers de munitions non explosées à proximité des habitations et des champs, transformant le quotidien de milliers de villageois en champs de mines. En avril 2011, le Cambodge saisit à nouveau la Cour internationale de justice pour lui demander une interprétation complémentaire de son arrêt de 1962 sur Preah Vihear. Quelques mois plus tard, en juillet,
La Cour internationale de justice rejette la contre-demande de la Thaïlande, visant à faire classer l'affaire sans suite, et ordonne un cessez-le-feu immédiat. La Cour va plus loin. Elle instaure une zone démilitarisée provisoire autour du temple et des falaises avoisinantes, enjoignant les deux pays à retirer l'ensemble de leurs forces de la zone et exige que la Thaïlande cesse d'entraver l'accès du Cambodge au sanctuaire. Bangkok et Phnom Penh s'exécutent. Dans un geste de bonne volonté, le Cambodge retire même sa demande d'inscription de Preah Vihear au patrimoine mondial de l'UNESCO. 2 ans plus tard, en 2013, la Cour internationale de justice rend un nouvel arrêt sur la question territoriale entourant le temple. Elle confirme son jugement de 1962, attribuant Preah Vihear au Cambodge, et précise cette fois que les parcelles de terrain immédiatement autour du sanctuaire, celles-là même qui faisaient l'objet d'interprétations divergentes, relèvent également de la souveraineté cambodgienne. Une fois encore, la Thaïlande refuse de reconnaître la compétence de la Cour sur la délimitation de sa frontière avec le Cambodge. Bangkok martèle que toute décision définitive concernant le tracé doit être négociée exclusivement de manière bilatérale, sans médiation extérieure, ce que Phnom Penh refuse au motif qu'il bénéficie désormais d'un solide appui juridique. Après ce nouvel épisode, le dossier retourne en hibernation. Il s'efface progressivement des radars médiatiques, mais il ne disparaît pas. Le conflit reste là, tapi sous la surface, sans jamais avoir été véritablement réglé, jusqu'à ce qu'il ressurgisse, de manière spectaculaire, à l'été 2025. Et cette fois, un autre ingrédient inflammable s'est ajouté au mélange. L'affrontement à distance entre 2 grandes dynasties politiques qui dominent la vie publique en Thaïlande et au Cambodge depuis des décennies. La famille Shinawatra à Bangkok et la famille Hun à Phnom Penh. Au Cambodge, un homme a régné sur la vie politique pendant des décennies, Hun Sen. Il est le chef de gouvernement resté le plus longtemps au pouvoir dans l'histoire du Cambodge post-indépendance. Il devient pour la première fois Premier ministre en traçant de cette renfeinte, alors que le pays est encore sous la tutelle militaire du Vietnam, dans l'ombre du régime Khmer Rouge à peine renversé. À l'exception d'une brève parenthèse entre 307 mi et 317, Hun Sen conserve ce poste sans discontinuer pendant plusieurs décennies, jusqu'en Tuadzos Tussandi, autrement dit, jusqu'à tout récemment. Pour mesurer l'ampleur de sa domination sur la scène politique cambodgienne, il suffit de rappeler son titre honorifique complet. Samdech Aka Moa Sena Padei Techo Hun Sen, généralement traduit par quelque chose comme « très vénérable Premier ministre et commandant en chef suprême Hun Sen ». En 2023, à l'âge de 71 ans, après une vie entière passée au sommet de l'État, Hun Sen annonce sa démission de la fonction de Premier ministre au profit de son fils, Hun Manet, qui lui succède immédiatement. Une transition qui ressemble davantage à une forme de royalisation du pouvoir qu'à une alternance démocratique classique. Hun Manet est toujours en poste aujourd'hui. Mais le vieux lion ne se retire pas pour autant dans l'ombre. Hun Sen conserve la présidence du Parti du peuple cambodgien, CPP, et devient président du Sénat. Il continue donc d'exercer une influence profonde depuis les coulisses, tandis que son fils occupe le fauteuil le plus puissant de l'exécutif. Face à ce clan bien installé à Phnom Penh, un autre nom domine depuis des années la politique de la Thaïlande voisine, Thaksin Shinawatra. Et, pendant longtemps, les deux familles, Hun au Cambodge et Shinawatra en Thaïlande, entretiennent des relations d'une grande proximité. Thaksin, milliardaire des télécommunications, devient Premier ministre en 2001. Il restera dans l'histoire comme le premier chef de gouvernement élu démocratiquement à avoir achevé un mandat complet en Thaïlande. Au cours de ce premier mandat, qui s'étend jusqu'en 2005, il se rapproche considérablement de Hun Sen. Les deux hommes finissent par lier leur destin politique et en partie économique. En toile de fond, outre la question des temples frontaliers, un autre contentieux empoisonne la relation bilatérale. Une vaste zone maritime disputée dans le golfe de Thaïlande depuis les années 1970s. L'enjeu devient explosif à mesure que l'espoir de découvrir des gisements offshore de pétrole et de gaz se précise, promettant un véritable jackpot
pour les deux pays. En 2001, Thaksin et Hun Sen signent un mémorandum d'entente prévoyant un développement conjoint de cette zone maritime contestée pour l'exploration d'hydrocarbures. Mais le projet est torpillé de l'intérieur. Les opposants politiques de Thaksin en Thaïlande, nombreux et influents, s'y opposent farouchement. À mesure que son pouvoir grandit, Thaksin est accusé d'utiliser la fonction de Premier ministre pour faire pression sur ses concurrents économiques, tout en favorisant son propre empire d'affaires. Cette perception nourrit l'hostilité de nombreux grands groupes, qui se rangent peu à peu dans le camp de ses adversaires. Il se heurte aussi à un autre pilier de l'ordre thaïlandais, l'armée. Thaksin cherche à intervenir dans les affaires des forces armées, une institution historiquement jalouse de son autonomie vis-à-vis du pouvoir civil. Les états-majors, la monarchie et les milieux royalistes s'irritent, se crispent, puis se braquent. Même le roi, figure quasi sacrée, dotée d'une autorité morale immense dans la société thaïlandaise, finit par critiquer ouvertement certaines des politiques menées par Thaksin, ouvrant une phase de confrontation personnelle durable entre le Premier ministre et le palais. Paradoxalement, d'autres mesures, comme la mise en place d'un système d'assurance maladie universel, renforcent considérablement l'ancrage populaire de Thaksin auprès des classes modestes. Aux yeux de nombreuses élites économiques, militaires et royalistes, il apparaît alors comme le premier homme politique civil susceptible de remodeler durablement le système au détriment des réseaux traditionnels du pouvoir. L'armée et la monarchie thaïlandaise ont pourtant une longue habitude, celle d'intervenir par la force lorsque les gouvernements élus leur semblent trop puissants ou trop indociles. Depuis la transition de 1932, qui met fin à la monarchie absolue et instaure une monarchie constitutionnelle, l'armée royale thaïlandaise, intimement liée au palais, a mené pas moins de 12 coups d'État réussis contre des gouvernements élus. Thaksin ne fait pas exception à cette règle non écrite. En 2006, peu de temps après avoir remporté un second mandat, il est renversé par un putsch militaire. Son parti est dissous, lui-même est interdit d'activité politique et quitte le pays. Il entame alors 15 années d'exil, jusqu'à son retour en 2023. Mais l'exil ne suffit pas à effacer son influence. Pendant toutes ces années, Thaksin reste une figure centrale de la politique thaïlandaise, et un acteur discret mais important dans la région. Sa proximité avec Hun Sen se poursuit. Ce dernier le nomme conseiller économique du gouvernement cambodgien peu après sa chute à Bangkok. Longue portée de Thaksin contribue aussi à l'ascension de sa sœur cadette, Yingluck Shinawatra, qui devient première ministre en 2011. Elle sera, elle aussi, renversée par un coup d'État militaire en 2014. Après leur disgrâce, Thaksin et Yingluck trouvent refuge au Cambodge, sous l'aile protectrice de Hun Sen. Ils se rendent si souvent au domicile de ce dernier que le Premier ministre cambodgien se met à baptiser certaines pièces de sa maison du nom de ses invités de marque. La chambre Thaksin, la chambre Yingluck. Une intimité qui ulcère profondément l'armée et la monarchie thaïlandaise, et accentue encore leur méfiance envers ce lien jugé trop étroit entre la dynastie Shinawatra et le clan Hun, au pouvoir dans un pays voisin. En 2022, un nouveau tournant s'esquisse. Thaksin parvient finalement à conclure un accord avec l'establishment militaire et royaliste thaïlandais pour rentrer au pays. Il rentre effectivement en 2023, mettant fin à 15 années d'exil. Dès son arrivée, il est arrêté pour purger une peine de 8 ans de prison prononcée par contumace. Mais, dans le cadre du compromis négocié, cette peine est rapidement commuée à 1 an, en échange notamment d'une ouverture plus large faite aux partis proches de l'armée au sein de la coalition gouvernementale. Au même moment, de l'autre côté de la frontière, le Cambodge connaît sa propre transition dynastique. En 2023, Hun Sen quitte officiellement le poste de Premier ministre et intronise son fils, Hun Manet. L'année suivante, en 2024, c'est Paitongtarn Shinawatra, la fille de Thaksin, qui devient la 3e membre de la famille à prendre la tête du gouvernement thaïlandais. Une fois encore, l'échiquier politique régional se retrouve dans une configuration familière. Un Hun à Phnom Penh, une Shinawatra à Bangkok.
Sauf que cette fois-ci, la relation autrefois chaleureuse entre les deux clans commence à se fissurer. De retour en Thaïlande, Thaksin pousse l'idée de transformer son pays en concurrent économique direct du Cambodge. Il propose, entre autres, la construction d'un gigantesque complexe de divertissement en territoire thaïlandais pour concurrencer l'industrie des casinos au Cambodge, une source de revenus majeure, selon de nombreux observateurs, pour le réseau d'intérêts gravitant autour de Hun Sen. Lorsque Paetongtarn accède à la fonction de Premier ministre en 2024, son gouvernement lance une vaste campagne de répression contre les campements d'arnaque et autres centres de cybercriminalité qui prolifèrent le long de la frontière avec le Cambodge. Ces lieux sont suspectés d'être un autre pilier financier important pour les réseaux proches du clan Hun. Autant d'initiatives qui peuvent être perçues, à Phnom Penh, comme des attaques frontales contre les intérêts de la famille. Hun Sen, qui a bâti au Cambodge un contrôle quasi absolu sur les institutions, peut alors se sentir doublement trahi. D'une part par un ancien allié qui se mue en rival, d'autre part par l'incapacité chronique des Shinawatra à stabiliser durablement leur pouvoir en Thaïlande. Incapacité qui, à ses yeux, aurait contribué à faire échouer l'accord de 2001 sur l'exploitation conjointe des ressources gazières et pétrolières dans le golfe de Thaïlande. Dans ce contexte de tension croissante entre les deux familles, des accusations émergent. En février 2025, l'armée cambodgienne, possiblement sur ordre de Hun Sen, aurait occupé l'un des temples encore disputés, le long d'un segment de frontière non délimité avec précision. Cette manœuvre survient peu de temps après le lancement, par Bangkok, de la campagne contre les campements d'arnaque près de la frontière. Ce coup de force ranime le contentieux des temples, qui sommeillait jusque-là. Il peut être vu comme une tentative de la famille Hun de rendre les coups à la dynastie Shinawatra. 3 mois plus tard, fin mai 2025, la situation dégénère. Un soldat cambodgien est abattu par l'armée thaïlandaise lors d'un échange de tirs dans une zone frontalière contestée. Quelques semaines après cet incident, Paetongtarn Shinawatra, toujours Premier ministre, tente de joindre Hun Sen pour discuter de la crise. Selon plusieurs récits, elle ne parvient pas à le contacter directement. C'est finalement Hun Sen qui décroche son téléphone et appelle le numéro personnel de Paetongtarn. Pour des raisons qui restent floues, Hun Sen enregistre l'intégralité de la conversation. 3 jours plus tard, il publie l'audio sur Facebook. C'est l'étincelle qui met le feu à la scène politique thaïlandaise. Dans cet échange, alors que les soldats des deux pays se font face sur le terrain, Paetongtarn s'adresse à Hun Sen en l'appelant oncle, une marque de familiarité courante en Asie du Sud-Est, mais sulfureuse en temps de crise. Plus grave encore aux yeux de nombreux Thaïlandais, elle lui demande en substance d'ignorer l'autre camp, une formule comprise comme un clin d'œil au détriment de l'institution militaire thaïlandaise. Elle critique même l'un de ses propres généraux, chargé des opérations dans la zone frontalière. Pour une partie de l'opinion en Thaïlande, ces propos frôlent la trahison. Le 1er juillet, la Cour constitutionnelle suspend Paetongtarn de ses fonctions. Son vice-premier ministre est nommé chef du gouvernement par intérim. Dans la foulée, Thaksin se présente devant un parterre de journalistes et de responsables politiques pour déclarer que son amitié vieille de plusieurs décennies avec Hun Sen est terminée. L'armée et la monarchie thaïlandaise voient se profiler une occasion rare, celle d'effacer une bonne fois pour toutes l'influence de la famille Shinawatra. Dans ce contexte, un affrontement avec le Cambodge autour des temples disputés peut apparaître comme un outil politique, un moyen de mobiliser le nationalisme, de ressouder l'opinion derrière l'armée et le palais, et de présenter les propos de Paetongtarn comme une faute presque inexpiable face à une menace extérieure. Les milieux militaires et royalistes déposent également une plainte contre Thaksin pour lèse-majesté, à cause de déclarations tenues une dizaine d'années plus tôt alors qu'il était en exil. En Thaïlande, ce chef d'inculpation, l'offense à la monarchie, est l'un des plus graves qui soit. S'il est reconnu coupable, Thaksin risque jusqu'à 15 ans de prison. À 76 ans,
une telle peine équivaudrait pratiquement à une condamnation à vie. Dans ces conditions, avec un Thaksin potentiellement promis à finir ses jours en prison et une Paetongtarn évincée du pouvoir, les adversaires de la dynastie Shinawatra touchent du doigt l'objectif poursuivi depuis des années. Effacer durablement, peut-être définitivement, l'influence de cette famille sur la politique thaïlandaise. Et pour sceller ce basculement, ils ont tout intérêt à pousser la confrontation avec le Cambodge autour des temples en litige, afin de rallumer l'incendie du nationalisme. De son côté, Hun Sen et désormais Hun Manet peuvent être tentés de faire exactement la même chose. Instrumentaliser la crise pour souder l'opinion cambodgienne autour du drapeau, renforcer la légitimité du fils et consolider la transmission dynastique entamée à Phnom Penh. Dans ce cocktail explosif de calculs politiques et de rivalités personnelles que nous venons de décrypter des deux côtés de la frontière, il ne manquait plus qu'une étincelle. Elle survient le 24 juillet 2025, lorsqu'un soldat thaïlandais marche sur une mine près de la ligne de démarcation et perd une jambe. Très vite, l'armée thaïlandaise conclut que cette mine, ainsi que d'autres engins découverts dans les environs, a été posée récemment par les forces cambodgiennes en violation flagrante du traité d'Ottawa que le Cambodge a pourtant signé et qui interdit l'usage de mines antipersonnelles. En l'espace de quelques heures, Bangkok annonce la fermeture pour une durée indéterminée de plusieurs tronçons de frontières. Les unités déployées dans la zone passent en état d'alerte. Le gouvernement expulse l'ambassadeur du Cambodge et rappelle son propre ambassadeur à Phnom Penh pour consultation. Le lendemain, 25 juillet, les deux armées s'accusent mutuellement d'avoir tiré les premiers le long de la frontière. À partir de là, la mécanique de la guerre s'enclenche. Un conflit de 5 jours éclate autour des temples contestés et de plusieurs autres points sensibles du tracé frontalier. Il pourrait avoir coûté la vie à des centaines de soldats, les combats les plus violents qu'ait connue cette région depuis la guerre froide. La première ministre thaïlandaise par intérim avertit rapidement que la situation pourrait dégénérer en guerre totale entre les deux pays. Mais dans les faits, une telle escalade généralisée reste peu probable pour une raison simple. Le rapport de force est écrasant. Le budget de défense de la Thaïlande est près de 5 fois supérieur à celui du Cambodge. L'armée thaïlandaise dispose d'environ 3 fois plus de militaires d'actifs, de près de 4 fois plus de véhicules blindés de combat, plus modernes, plus régulièrement entretenus, et de plus de 5 fois plus de systèmes d'artillerie. Le déséquilibre est encore plus flagrant dans les airs et sur mer. Comparé à son homologue thaïlandaise, l'armée de l'air cambodgienne existe à peine sur le plan opérationnel. Aucun avion de chasse, seulement quelques hélicoptères utilitaires et avions de transport léger. À l'inverse, l'armée de l'air royale thaïlandaise aligne des dizaines de milliers de personnels, ainsi qu'une flotte de F-16 américains et de Gripen suédois, héritage d'une alliance militaire étroite avec les États-Unis. Le Cambodge a bien acquis auprès de Pékin quelques systèmes de défense anti-aérienne de génération récente, mais ils sont trop peu nombreux pour couvrir efficacement l'ensemble de la frontière. Ces trous dans le bouclier ont été exploités lors des combats. L'aviation thaïlandaise a pu percer les défenses, pénétrer l'espace aérien cambodgien et frapper de nombreuses cibles avec relativement peu de résistance. En mer, le contraste est tout aussi saisissant. La marine cambodgienne ne compte qu'une vingtaine de patrouilleurs légers et environ 200 embarcations à moteur pour quelques 4000 hommes. En face, la marine thaïlandaise est l'une des rares au monde à disposer d'un véritable porte-avions, complété par des bâtiments de débarquement, des frégates, des corvettes, des navires de transport et de patrouille, et près de 70 000 marins. Une supériorité écrasante. Dans un scénario de guerre totale, la Thaïlande serait objectivement donnée gagnante, tout comme le Vietnam l'avait été face au Cambodge à la fin des années 70s. Mais le fait qu'une guerre paraisse irrationnelle du point de vue militaire ne signifie pas qu'elle soit impossible. En 1978, l'offensive des Khmers rouges contre le Vietnam n'avait elle non plus aucun sens stratégique à froid. Elle a pourtant eu lieu. Un élément majeur a cependant contribué cette fois à freiner l'escalade.
les liens que les deux pays entretiennent avec les grandes puissances, les États-Unis et la Chine. La Thaïlande est depuis longtemps un allié contractuel de Washington, ainsi qu'un important client de l'industrie d'armement américaine, tout en entretenant une relation suivie avec Pékin. Le Cambodge, lui, s'est nettement rapproché de la Chine. Une grande partie de son équipement militaire est fournie par Pékin, qui a également signé des accords pour transférer plusieurs navires de combat à la marine cambodgienne. Depuis avril 2025, le Cambodge accueille même, sur la base navale de Ream, la deuxième implantation officielle à l'étranger de la marine de l'Armée populaire de libération chinoise. Un site stratégique sur le golfe de Thaïlande, à proximité de la mer de Chine méridionale, que Pékin revendique presque intégralement face au Vietnam, aux Philippines ou encore à la Malaisie. Dès lors, certains observateurs redoutent que la confrontation cambodgiano-thaïlandaise ne se transforme en guerre par procuration de moyenne intensité entre les États-Unis et la Chine sur le flanc sud-est asiatique. Ce scénario ne se concrétise pas, du moins pas cette fois-ci. Au contraire, Washington comme Pékin finissent par exercer une forte pression sur les deux capitales pour imposer un cessez-le-feu rapide. La Chine se propose comme médiatrice et son ministre des Affaires étrangères pointe du doigt le legs persistant du colonialisme occidental en Asie du Sud-Est pour expliquer l'origine profonde de la crise. De son côté, le président américain Donald Trump menace de suspendre les discussions commerciales avec les deux pays, voire d'instaurer des droits de douane punitifs s'il refuse de revenir à la table des négociations. C'est finalement la Malaisie, qui assure alors la présidence tournante de l'ASEAN, organisation régionale dont la Thaïlande et le Cambodge sont membres, qui accueille les délégations des deux pays. Kuala Lumpur parvient à arracher un accord de cessez-le-feu le 28 juillet, pour une entrée en vigueur le 29, exactement 5 jours après le début des hostilités. Mais ce cessez-le-feu ne touche pas au cœur du problème, les temples en litige et les segments de frontières jamais délimités de manière définitive. À court terme, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, le calme relatif a des chances de tenir. À moyen ou long terme, rien ne garantit que la violence ne ressurgira pas. Nous l'avons vu, une première séquence de combat, entre 2008 et 2011, s'était déjà conclue par un cessez-le-feu qui ne réglait rien sur le fond. Résultat, le conflit a rejailli une seconde fois, de manière bien plus spectaculaire, en 2025. Aujourd'hui, avec un nouvel arrêt sur image mais sans solution durable, il n'est pas exclu qu'une troisième manche finisse par éclater le jour où l'un des deux camps jugera politiquement opportun de relancer la balle. La position actuelle de la Thaïlande accentue ce risque. Bangkok refuse toujours de reconnaître la moindre décision de la Cour internationale de justice sur ce dossier et continue d'exiger que la délimitation se fasse exclusivement par la voie bilatérale, sans intervention extérieure. Phnom Penh, qui s'appuie sur les arrêts de la Cour internationale de justice comme sur un bouclier juridique, refuse cette logique. Pour toutes ces raisons, le reste du monde aurait tort de détourner le regard de ce coin de carte, en apparence périphérique, de l'Asie du Sud-Est. Tout indique qu'il restera l'un des contentieux territoriaux les plus sensibles, les plus meurtriers et les plus controversés de l'époque contemporaine. À ce stade de notre récit, il est facile d'oublier une chose essentielle. La Thaïlande et le Cambodge ne se résument pas à des cartes contestées, à des arrêts de la haie et à des échanges de tirs le long d'une ligne de crête. Bien avant d'apparaître dans les colonnes sécurité ou défense des journaux, ces deux pays étaient surtout connus du reste du monde pour des réalités infiniment plus quotidiennes, à commencer par leur cuisine et leur rythme de vie. Des assiettes de porc sauté à la sauce chili douce, servies avec de la laitue dans les échoppes de rue de Bangkok, aux marmites de curry de poulet mijotées dans le lait de coco dans les quartiers populaires de Phnom Penh. Des marchés de nuit animés aux petites cantines de village. C'est cela, l'image ordinaire de cette région, lorsqu'aucun obus ne tombe et qu'aucun avion de chasse ne déchire le ciel. Si l'on y prête attention, le monde dans lequel nous vivons est une suite de compromis forcés. Les gens ordinaires doivent, en permanence, arbitrer entre le temps et l'argent, entre travail et famille,
entre manger sainement ou céder au repas pris à la hâte. À l'échelle des États, les dirigeants sont confrontés à des dilemmes tout aussi rudes. Sécurité ou croissance, souveraineté ou compromis, intérêt immédiat ou stabilité de long terme. L'histoire que nous venons de dérouler entre le Cambodge et la Thaïlande en est une illustration presque caricaturale. Quelques traits tracés sur une carte, une poignée de décisions prises derrière des portes closes, et ce sont des centaines de milliers de personnes qui se retrouvent à faire leurs bagages, à porter leurs enfants dans les bras et à quitter des maisons où leurs familles vivaient depuis des générations. La question centrale n'est peut-être pas de choisir un camp contre l'autre, mais de comprendre pourquoi de telles crises éclatent, et quel prix réel elles font payer aux populations derrière les discours martiaux prononcés devant les caméras. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Je serais vraiment très heureux de lire vos impressions et vos points de vue sur cette confrontation entre la Thaïlande et le Cambodge. N'oubliez pas non plus de laisser un like, de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Traoré Afrique Libre, puis d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains récits géopolitiques que nous continuerons de décrypter ensemble. Sur votre écran en ce moment, vous voyez une vidéo recommandée. C'est une histoire à laquelle je tiens particulièrement. Si ce que vous venez d'entendre vous a intéressé, je suis convaincu que vous aurez envie de la découvrir. Cliquez dessus et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir pris le temps de suivre cet épisode et pour votre soutien. À très bientôt pour d'autres voyages au cœur de ces parties d'échecs silencieuses qui, loin des projecteurs, continuent de façonner le monde dans lequel nous vivons.